Aux cheveux. Bonjour à tous, je me présente, je suis Peggy Duvaux, responsable du département relations clients de la CEPAM des Landes et membre du comité régional Net Entreprise dont le pilotage nous est confié. Petit rappel, donc cette instance a pour ambition donc, de répondre à divers enjeux du GIP MDS, tout d'abord d'assurer une présence active sur l'ensemble du territoire en tant qu'expert technique DSN, de promouvoir l'offre digitale proposée par Net Entreprise, d'accompagner les déclarants lors des évolutions réglementaires ou à l'occasion du déploiement de nouveaux outils. L'activité des comités régionaux est donc rythmée par des équipes de promotion, de support et d'accompagnement tels qu'aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site Net Entreprise la liste des comités régionaux présents sur le territoire français, le planning des webinaires ainsi que des replays qui seront mis à vos dispositions après le webinaire de ce jour. Pour cette réunion aujourd'hui, je suis accompagnée par plusieurs collègues, des conseillers informatiques services, qui sauront répondre à vos questions sur la partie qui les lie à l'assurance maladie. Donc, sur le chat, nous avons Joël Colombani de la CEPAM de Bayonne, Agnès Labatte de la CEPAM du Lot-et-Garonne, Anita Juigné et Émilie Thibault de la CEPAM des Deux-Sèvres. Je suis accompagnée en présentiel par les deux conseillers informatiques services de la CEPAM des Landes, qui sont donc Anne Bordelane et Nicolas Vigneron. Je laisse Anne juste présenter un peu la fonction de CIS, conseiller informatique service. Oui, bonjour à tous. Je suis Anne Bordelane. Donc là, je suis en présence de mon collègue Nicolas Vigneron. C'est pour vous dire donc au niveau de cette nouvelle activité que vous allez devoir prendre en charge par rapport au DSN d'événements. Donc dans chaque caisse primaire, vous avez une informatique service qui est là pour vous accompagner. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'appeler le 3679. Là, pendant le webinaire, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Et donc, mes collègues vont pouvoir répondre à vos questions concernant donc, notre domaine. Donc, nous, au niveau d'assurance maladie, on va vous accompagner sur les signalements et ce que vous pouvez consulter sur votre tableau de bord sur notre entreprise. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et puis je laisse la parole à mes collègues de l'URSSAF Aquitaine. Donc, bonjour à tous et bienvenue donc, dans ce webinaire de présentation donc, de la DSN. Donc, je me présente, Isabelle Villemier donc, de l'URSSAF Aquitaine. Donc, mon service gère, entre autres, donc, les comptes des administrations et des collectivités territoriales et gérera donc vos déclarations DSN. Donc, surtout pour vous rassurer, car on gère déjà donc, actuellement les déclarations des entreprises privées. Donc, c'est des données que l'on connaît, que l'on sait travailler. Donc, bienvenue à vous dans cette nouvelle aventure. Pendant ce webinaire, donc, nous sommes là pour vous accompagner aussi dans cette démarche. Vous pouvez donc poser toutes vos questions. Et ce que l'on cherche surtout, c'est vous accompagner pour avoir donc, des déclarations qui soient bien fiabilisées pour l'avenir. Et surtout, une chose à retenir pour nous, côté URSSAF, très importante, c'est une fois donc, que vous serez rentré en DSN, surtout, ne doublonnez plus avec des DUX. Donc, je suis accompagnée dans ce webinaire de 5 personnes, donc, qui sont donc nos experts DSN à l'URSSAF Aquitaine. Donc, il y a Michael Febvre, qui est, donc, fait partie de mon service, qui est cadre fonctionnel, expert DSN. Nous avons Catherine Cotron et Marianne Souboua, qui sont du coup service offre de service. Et c'est ces personnes-là, ces 3 personnes-là, qui vont répondre donc dans le chat, qui vous répondront donc en direct. Et surtout, n'hésitez pas à poser de vos questions, même si nous reviendrons donc plus tard vers vous. Si on ne peut pas vous apporter les réponses directement, vous le signalera dans le chat tant que possible. Et je suis aussi accompagnée donc de Thomas Canandini, qui est un collaborateur donc de mon service. Et surtout, je les remercie donc à tous les 4 pour leur participation précieuse à ce webinaire pour pouvoir répondre à vos questions. Thomas, si tu veux te présenter. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Thomas Calandini. Je suis gestionnaire au sein de l'URSSAF Aquitaine depuis 3 ans maintenant. Et donc, moi, je collabore sur la question des administrations et collectivités territoriales, donc principalement sur les établissements publics. Et donc, ça fait maintenant, je vais dire, à peu près 1 an qu'on a un premier retour d'expérience sur l'entrée en DSN des établissements publics.
où on a commencé à mettre en place certains accompagnements plus ou moins personnalisés pour certains types d'établissements. Et un premier retour plutôt positif sur cette première entrée en DSN, puisqu'on est actuellement sur la deuxième phase et reste à venir la troisième phase l'année prochaine en 2022. Voilà. Donc, Monsieur Kuhn, pour la présentation, donc on vous laisse la main. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, normalement, j'ai coupé la petite cloche en haut à droite qui enlève les sons. Merci de votre gentille patience parce qu'on essaye de régler les problèmes techniques en même temps qu'on avance, tout comme vous. La pandémie et l'obligation de travailler en distanciel nous amènent à utiliser des nouveaux outils. Quelquefois, c'est un peu plus compliqué que le reste, mais je tenais vraiment à remercier nos collègues de la CEPAM des Landes, de l'URSSAF d'Aquitaine et des autres organismes qui sont présents. Je n'ai pas la liste de tous ceux qui sont en ligne derrière, mais vous avez quasiment 10 personnes dans le système de questions-réponses qui vont vous porter des réponses. On est vraiment là pour vous accompagner. Donc moi, je vais couper la vidéo aussi pour qu'on gagne un petit peu en bande passante et que vous ayez un meilleur confort pour suivre cette présentation qui est enregistrée. Donc, vous allez avoir, dès la fin du webinaire, un accès à un replay qui va être accessible sur le même lien que celui pour vous connecter. Vous allez pouvoir revoir les présentations qui sont faites, vous allez pouvoir télécharger le support et vous allez vous apercevoir que dans la dernière partie de cette présentation, c'est utile d'avoir le support. Maintenant, toutes les questions que vous allez poser, toutes les interventions que vous allez faire sur l'onglet questions sont enregistrées dans un format Excel et on s'est engagé. Donc, vous avez vu, et la CEPAM et l'URSSAF qui s'y sont engagés aussi, on s'engage à vous donner des réponses ultérieurement pour toutes celles qui n'en auraient pas pour le moment. Mais du coup, vous allez pouvoir effectivement avoir, on espère, un meilleur confort pour cet élément. Et oui, petite précision, donc il y a Mme Pocheret qui posait la question des régions. Nous avons aujourd'hui quasiment toutes les régions qui vont faire des webinaires sur le même outil que celui auquel vous assistez aujourd'hui. Certaines vont utiliser Teams et du coup, ce sont des liens d'inscription spécifiques qu'on va mettre à disposition sur la page de Net Entreprise, puisqu'il y a une page des comités régionaux Net Entreprise. Je vous propose de démarrer maintenant cette présentation. On a 9 petites minutes depuis l'heure de départ. On a dépassé les 350 auditeurs. Donc, bonjour à tous. Merci de votre présence et on va faire un tour assez exhaustif. Oui, dernière précision. Vous allez avoir effectivement cette présentation qui est faite aujourd'hui. Nous aurons ensuite un second rendez-vous qui va être à la fin du printemps, et un troisième rendez-vous à l'automne, sur des thèmes différents. Aujourd'hui, c'est l'appréhension de la DSN, de ce que c'est. Ensuite, au mois de juin, ce seront les différents cas de paye pratiques, et comment est-ce que je peux être amené à paramétrer certains éléments en amont de la DSN. Et puis en septembre, on sera vraiment sur du technique, et on pourra répondre aux questions beaucoup plus précises et beaucoup plus techniques que celle que l'on va aborder aujourd'hui. Donc, je coupe la caméra, j'essaie de laisser le son, et voilà. Et on y va, je le remets en grand, et c'est parti. Alors, 3 parties dans cette présentation. La première, pourquoi la déclaration sociale nominative? Alors, la déclaration sociale nominative, elle est instituée par une loi, par un texte de loi. On l'a appelée la loi Warsmann. C'est celle qui, effectivement, porte la simplification et l'allègement des démarches administratives, qui fait suite aux assises de la simplification de 2011. Donc, vous voyez que l'article, la loi, c'est celle du 22 mars 2012, elle a été suivie par d'autres décrets portant simplification ou d'autres éléments, et avec en particulier un signe de ralliement sur toutes les parties de cette loi de simplification, basée autour de « dites-le nous une fois », qui consiste à dire que quand un employeur a fourni une donnée à une administration ou un organisme de protection sociale, les autres ne doivent plus lui redemander, mais au contraire doivent les partager au sein d'un outil commun. La volonté claire, c'était un allègement pour les employeurs, bien évidemment, et puis
une amélioration globale de la gestion des droits, puisque on est effectivement sur différentes démarches avec différentes échéances, différents interlocuteurs. L'idée était de rassembler tous ces éléments-là. Donc le choix a été retenu. Le choix retenu, c'était une transmission dématérialisée mensuelle, donc des données tous les mois, mais dans un flux unique. Sécurisé, bien évidemment, puisqu'il n'est pas question qu'il y ait des fuites de ces données. De toute façon, la forme du fichier de la DSN, du flux de la DSN, n'est pas lisible. Ce sont des données et il faut effectivement avoir les outils pour reconstituer les données qui sont transmises sur ce flux. La volonté, alors là, clairement affichée, c'est que ce soit un prolongement naturel de ce qui figure sur la fiche de paye, voire même que ce soit exactement la suite et la dernière démarche de la paye, que ça emporte un allègement, voire la suppression de certaines démarches, et vous allez vous apercevoir un peu plus loin qu'il y en a toute une série qui ont été supprimées, et qui sont supprimées, tout en fiabilisant les données. Les données qui servaient aux cotisations, et bien évidemment à ouvrir les droits que ces cotisations, auxquelles ces cotisations avaient financé. Excusez-moi. Et puis, parce qu'on est à une ère de l'informatique, de la rapidité, de l'urgence, un calcul beaucoup plus rapide des droits et des prestations, et de s'assurer que personne n'allait continuer à subir effectivement ces ralentissements et ces délais impartis à toutes ces déclarations administratives. C'est une mesure qui est portée par les pouvoirs publics. Ça ne pouvait pas être l'œuvre simplement d'un groupe de personnes. Ce sont les pouvoirs publics qui ont décidé, dans le cadre d'une loi, de porter ces mesures de simplification, avec pour les pouvoirs publics, un besoin important qui était d'avoir une vision la plus rapide possible des résultats des politiques publiques qui étaient menées, puisqu'avant la DSN, on avait des délais entre 18 et 36 mois pour mesurer les effets des décisions qui étaient prises. Aujourd'hui, avec la déclaration sociale nominative, on sait que dans les domaines où elle est déployée, on a un temps de réaction qui est plutôt au niveau du trimestre, voire du semestre. Donc, on peut tout de suite savoir si, des exemples, hein, les emplois francs, si les aides particulières, si des supports particuliers mis en place portent leurs fruits ou non. Pour ça, il fallait passer effectivement par une dématérialisation et une simplification. Avec une petite particularité, c'est qu'en français, tout bon français imagine que simplification, c'est faire moins. Or, c'est pas faire moins, c'est faire autrement et faire plus simple, c'est-à-dire diminuer, voire masquer complètement la complexité. Et puis, la dématérialisation, c'était un vecteur obligatoire, parce que effectivement, tout ce qui était transfert de papier, remplissage de dossiers, prenait un temps fou, consommait énormément d'énergie, et du coup, la dématérialisation permettait d'utiliser ce qui avait déjà été remis sur le système. On a une sécurisation et une mise à jour rapide des droits et prestations. Le délai entre le moment où la déclaration est transmise et le moment où elle est enregistrée dans les systèmes d'information des organismes est considérablement réduit. On n'a pas non plus de ressaisie, donc on diminue tous les risques et les données sont fiabilisées et elles sont mieux maîtrisées puisque la seule intervention humaine est celle de la saisie à votre niveau et on sait qu'on peut dire que quand la paye est bonne, la DSN est bonne puisque c'est le dernier acte de la paye. Alors, ça pourrait paraître négatif de dire quand la paye est bonne. Bien évidemment qu'elle est bonne et bien évidemment que tout le monde fait le maximum pour assurer que les revenus de ses agents, de ses collègues ou même de ses clients, pas forcément dans un lien commercial, mais dans un lien de dépendance sur les déclarations, c'est votre lot à tous et c'est pas du tout, on ramène pas une notion de crédibilité sur les données, simplement elles sont fiabilisées parce que moins d'intervention humaine, ça veut dire moins de risque d'erreur, ça veut dire moins de risque de technique, d'anomalies et de perturbations des données. Et puis, on a effectivement les éléments qui se mettent en place pour qu'on ait une charge de travail qui soit diminuée. Vous allez voir dans quelle proportion et avec l'IC puisque ça va être tous les mois. Alors, je reviens juste parce que je vois les questions qui sont en train d'arriver. Je pense que vous êtes un peu plus de 500 inscrits, 360 présents.
on ne pourra pas faire 360 mails pour vous envoyer les éléments, sachant que le PowerPoint va être mis à votre disposition pour que vous puissiez le télécharger. Donc, je pense que l'on peut d'ores et déjà dire que ça va être très compliqué de répondre à toutes les demandes simplement d'envoi du PowerPoint, alors que c'est un outil qui est mis à votre disposition dans cette présentation, qui est mis à votre disposition sur le site de Net Entreprise, qui est mis à votre disposition dans la partie des comités régionaux du site de Net Entreprise. Mais parce que là, je vois que et vous avez raison, chacun d'entre vous commence à dire merci de me l'envoyer. On ne pourra pas répondre à toutes ces demandes-là sérieusement, et du coup, c'est dommage parce que vous avez l'impression que on ne souhaite pas le faire. C'est vraiment une question de temps, alors que l'outil est mis à votre disposition dans quelques minutes. La fonction publique, effectivement, rejoint, pardon, la fonction publique rejoint la DSN. Dans laquelle le secteur privé est déjà installé depuis 2017. Ce sont plusieurs millions de lignes de salaire qui transitent par la DSN avec succès tous les mois. Et le but de la déclaration sociale nominative est de permettre de suivre l'ensemble des actualités, des activités, des informations de la vie professionnelle d'un individu, de son premier jour d'activité à son dernier jour de vie, bien évidemment, puisqu'on inclut la retraite dans cet élément-là. Et ce, quel que soit son statut, que ce soit un agent de la fonction publique, que ce soit un salarié du privé, que ce soit un agriculteur, que ce soit un intermittent du spectacle, voire un marin, toutes ces situations ont des particularités, toutes ces situations ouvrent des droits spécifiques, toutes ces situations répondent à des normes et à des accords locaux, professionnels particuliers. L'idée, c'est que on ait la possibilité de chaîner toutes ces données de façon à effectivement faire un suivi. Et d'ailleurs, les travaux fantastiques qui ont été menés par la CNAV pour vous donner les informations au plus vite concernant la retraite, et bien évidemment, donc pour la fonction publique, c'est au niveau de la CDC que ces travaux ont été faits, puisqu'on reçoit des situations de retraite très rapidement, on peut les suivre, y compris, et d'ailleurs la possibilité d'avoir recours et droit à l'assurance chômage dans certaines conditions quand on est effectivement dans la fonction publique, alors que c'était pas ce qui était prévu. Il faut qu'on soit effectivement prévu au départ, il faut vraiment qu'on soit en capacité de suivre toutes ces données. La DSN sa généralisation va s'achever en janvier 2022. C'est une échéance qui effectivement a été fixée par la loi. À ce jour, tous les individus en activité auront les données sociales, cotisations et ouverture de droits qui seront transmis avec la norme NEODES, qui est la norme sur laquelle est écrite la déclaration sociale nominative. Et du coup, même les portails uniques comme le GUSO, comme le TESE, GUSO pour les intermittents du spectacle, TESE pour titre emploi service simplifié, tous ces éléments-là seront écrits avec le même langage, et du coup, on pourra chaîner les informations et faire le suivi. Mais ça veut dire aussi que les déclarations que vous faites aujourd'hui, pour certains, comme la DATSU ou la DUX, seront fermées. Il n'y aura plus d'autre accès que le véhicule de la déclaration sociale nominative pour transférer ces données. L'idée, c'est effectivement de moderniser la délivrance des prestations sociales, parce que toutes les données que vous transmettez dans le cadre de la déclaration sociale nominative servent à l'examen des demandes de prestations sociales. Il faut que les données soient contemporaines, parce que, par exemple, pour le calcul de l'aide au logement ou d'autres prestations à laquelle ce système sera généralisé, l'idée, c'est de répondre au plus tôt au changement de situation. Alors, bien évidemment, on imagine tous que le plus tôt pour les changements de situation, c'est pour ceux qui vont voir les prestations réduites. Mais pas seulement. C'est aussi pour ceux qui vont voir les prestations actualisées et à la hausse, voire ouvertes le plus rapidement possible, parce qu'on a besoin très vite. Mais du coup, quand on dit oui, mais ça va diminuer tout de suite, je vous rappelle quand même que ceux qui perçoivent des prestations de la CAF ou d'autres éléments en trop se voient effectivement réclamer ces sommes après. Et dans certains cas, le fait d'avoir à rembourser ces sommes met en danger les personnes qui sont financièrement, les gens qui sont concernés. Et du coup, le fait d'être contemporain, ça permet que on soit dans une situation qui soit la plus proche de la réalité et du coup la moins éloignée possible des corrections à faire après. Et puis, dernier point, les données sont restituées aux usagers. Donc, vous savez que le RGPD oblige
toute personne, tout organisme, toute organisation qui traite des données sociales, d'expliquer ce qu'elles ont fait, de dire où elles sont stockées, de dire comment elles sont utilisées. Et bien, pour répondre à cette obligation, on a ouvert un portail qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv, à laquelle chacun d'entre nous peut s'inscrire, d'ailleurs doit s'inscrire, de façon à pouvoir voir l'ensemble des données avec un délai d'un mois et demi, je pense, c'est entre 1 mois et demi et 2 mois, pardon. Après que ces données aient été transmises, on peut voir ce que c'est. Et on peut voir même un petit onglet qui permet de relever, quand on a un doute, une question, sur un revenu qui a été versé, sur un taux de passe qui a été mis en place, enfin, toutes les anomalies que l'on pourrait imaginer dans ce système. Et en même temps, c'est le deuxième avantage de mesdroitssociaux.gouv, c'est que ça permet d'avoir un contrôle sur les données, parce qu'on n'est pas à l'abri, effectivement, en toute bonne foi, de faire une erreur, ou d'avoir un problème technique au moment de la transmission qui fait que la donnée n'est pas complètement la bonne. Et du coup, même l'individu qui est de l'autre côté de son écran peut constater de la véracité, de l'exactitude des données qui sont transférées. Et oui, Monsieur Salaberry, les mesdroitssociaux.gouv, c'est ouvert et vous pouvez vous y inscrire, vous pouvez vous y connecter et aller voir les données qui sont transférées dessus. L'autre élément, c'est que ça a permis effectivement le prélèvement à la source. La DSN, c'est l'outil sur lequel s'appuie la Direction générale des finances publiques pour prélever le système de prélèvement à la source d'impôt sur les revenus qui est en place. Et d'ailleurs, c'est à nouveau un chantier titanesque pour lequel on avait promis de grandes difficultés, des grands retards, des éléments de flicage ou autres. Tout ça s'est avéré complètement faux. Et alors, je ne vais pas dire par chance, puisqu'on a travaillé pour que ça se passe bien, mais tout s'est mis en place de façon correcte, sans qu'il y ait effectivement le grand Big Bang, sans qu'il y ait effectivement des choses absolument folles qui se mettent en place et qui remettent en cause soit le financement de la protection sociale au travers des cotisations, soit remettent en cause le financement de l'État par les éléments du prélèvement à la source. Et puis, bien évidemment, c'est un écosystème qui évolue et on a des procédures qui vont bientôt intégrer la DSN. Donc, on a la plus rapide, ça va être la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, la DOTH, appelée par certains la DOET, obligatoire, enfin qui se met en place en 2021 pour le secteur privé de façon générale. En 2023, la déclaration et le calcul des effectifs pour le secteur public, c'est-à-dire pour vous, et puis en 2024, la collecte des cotisations. Autre élément, la déclaration et le paiement de la contribution à la formation professionnelle, et puis la taxe d'apprentissage. Alors, le temps d'intégration à l'intérieur d'une norme étant suffisamment longue, il est nécessaire d'avoir un délai qui est entre 6 mois et 1 an entre la bonne idée et son déploiement dans le système informatique, puisque c'est intégré à la norme NeoDes, c'est ensuite déployé dans les logiciels, développé dans les logiciels de paye et ensuite déployé chez les utilisateurs de ces logiciels de paye. Donc, il y a toujours un temps de latence entre les deux. L'objectif principal, c'est vraiment de fiabiliser les déclarations au plus près de leur émission. Parce qu'en réalité, comme je vous le disais tout à l'heure, plus on a d'étapes humaines, plus on a de possibilités d'introduire une erreur ou de voir apparaître une anomalie. Et donc, on est dans un système qui est automatisé, c'est un système en mode échange de données. Il n'y a pas de saisie d'informations supplémentaires. Alors, la déclaration sociale nominative, du coup, vous pourriez me dire, mais ça ne porte pas son nom, puisque ce n'est pas une déclaration. Effectivement, ce n'est pas complètement une déclaration, c'est un flux. Mais quand on a démarré la DSN, on a dit une seule déclaration pour les remplacer toutes. Et ça parle. Ça parle aux gens qui font la paie, aux gens qui font les RH, qui effectivement peuvent le suivre. Si on avait dit c'est un flux, on aurait eu beaucoup de difficultés à rematérialiser l'information, on aurait eu beaucoup de difficultés à faire comprendre à tous ceux qui sont déjà très pris professionnellement par leurs activités, en quoi les notions de risque et de dématérialisation n'étaient pas importantes sur ce sujet, qu'il y avait peu de risques. Donc on a parlé d'une déclaration. Tout le monde a compris, une seule déclaration à la place des autres, tout le monde était en capacité de le comprendre. En même temps, on transfère dans ce
dans ce flux des éléments sur la situation donc sociale et fiscale des employeurs qui sont nécessaires au calcul de leurs cotisations, puisque ça emporte le calcul des cotisations, l'ouverture des droits, et puis des incohérences qui sont détectées pour lesquelles des corrections doivent être apportées. Ça permet effectivement, en étant au plus près de l'émission, de relever une anomalie ou de relever une erreur, de permettre sa correction immédiate ou le mois qui suit, et donc de faire qu'il n'y a pas de bug qui se met en place entre les cotisations et les droits qui sont ouverts. Bien évidemment, on attend des gains de gestion et de productivité pour les organismes de protection sociale, c'est sûr. Pour les employeurs, je peux d'ores et déjà vous dire que passer la phase de paramétrage et les premiers mois d'utilisation qui sont gourmands en temps parce qu'il faut s'habituer, parce que la conduite du changement, c'est une étape importante et une étape qui est chronophage. Mais une fois que c'est passé, vous allez vous apercevoir qu'on gagne beaucoup en temps et en tranquillité. Et puis bien évidemment, pour les administrations qui sont utilisatrices des données sociales et fiscales, puisqu'on s'approche de données nominatives, mensuelles, et donc on est au plus près de la réalité de la vie de chacun d'entre nous. C'est une simplification pour les employeurs, puisqu'il n'y a plus qu'une seule déclaration à effectuer pour remplir l'ensemble des déclarations sociales. Quand je dis l'ensemble, c'est que le but de la DSN est vraiment de se substituer à toutes les déclarations. Alors, plutôt que de réinventer, comme on l'avait fait jusque-là, une nouvelle déclaration, un nouvel élément, à chaque nouveauté législative ou à chaque évolution technique, on préfère avoir une norme qui prévoyait 95% des cas, c'est la déclaration sociale nominative qui a été déployée, donc depuis 2017, ça fait quand même 5 ans, qui se déploie auprès de toutes les populations. Là, on vient d'intégrer les marins, on va intégrer les intermittents du spectacle, toutes les populations spécifiques. On a fait évoluer, soit par des décrets de simplification, soit par des évolutions à l'intérieur de la norme, on a fait évoluer la déclaration sociale nominative pour que l'ensemble des situations puissent être prises en charge par cet outil. Alors, je fais juste un petit point sur les questions. Donc, Madame Pochard, merci d'avoir dit que le support était téléchargeable et que vous pouviez le récupérer tout de suite. Du coup, même s'il y a quelques petits problèmes de son, vous pouvez suivre. Donc, il n'y avait pas de questions particulières donc, sur la déclaration du fonds de supplément familial n'est effectivement pas pour le moment intégrée à la déclaration sociale nominative. On intègre au fur et à mesure les différents éléments. Il faut aussi savoir que déployer la DSN et vous la mettre à disposition dans les logiciels avec cette fameuse norme NeoDes, ça impose à ceux qui veulent recevoir les données eh bien, de savoir lire la norme des NeoDes. Donc d'avoir des systèmes d'injection ou des systèmes d'information qui leur permettent de le lire, ce n'est pas le cas de tous. Or, le but de la DSN n'est pas de refabriquer un nouveau bousin supplémentaire, de refabriquer des nouvelles déclarations derrière, de les renvoyer à droite, à gauche, non. Le législateur a imposé, dans le cadre de la loi, que la donnée devait être mise à disposition par l'employeur au moment de la paye et qu'elle devait être aspirée, récupérée par les organismes qui ont légitimité à y avoir accès. Par exemple, Pôle emploi n'a pas accès aux données en dehors des contrats qui sont aujourd'hui en fin de contrat, que ce soit dans le régime général ou pour les contractuels chez vous, ou bien évidemment bientôt au travers du signalement en fin de contrat de travail unique pour les fonctionnaires qui seraient dans certains cas démissionnaires et qui pourraient bénéficier de l'assurance chômage, alors que finalement il pourra avoir besoin de statistiques sur l'emploi d'un territoire et des éléments qui sont contenus dans la DSN. Pour le moment, ce n'est pas le cas. La CNIL s'est prononcée sur un format de déclaration, un contenu de cette déclaration, donc les données, et les bénéficiaires de ces données, et donc la responsabilité de chacun peut être engagée. Mais je vous dis, je vous invite à aller voir, pour ceux qui n'y sont pas encore, enfin pas tout de suite, restez avec moi jusqu'à la fin de la présentation, d'aller voir mesdroitssociaux.gouv pour constater effectivement l'ensemble de ces données, comment elles sont transmises et utilisées. Alors, je vous propose de répondre à une deuxième question qui consistait à dire c'est quoi la DSN, donc découvrir la DSN. Tout d'abord, c'est un projet commun qui a été construit par l'ensemble des acteurs. C'est vraiment un écosystème. Donc, il y a l'OGIP MDS, donc le groupement d'intérêt public, modernisation des déclarations sociales dont je fais partie, pour qui je travaille, qui est chargé d'organiser la mutualisation des moyens et de fabriquer ce véhicule technique qu'est la DSN, de fabriquer
véhicule technique qui était passereau, le passage pour les revenus autres, qui était de favoriser l'intégration des éléments relatifs au prélèvement à la source, et puis effectivement d'animer toute une série d'ateliers de travail et de réunions qui ont été organisés d'abord avec les éditeurs et puis les représentants des employeurs. Donc, dans le cas de la fonction publique, la DGAFP, la DGCL, DGOS, DGCS et bien évidemment la DGFIP, mais dans sa version faiseur de paye et pas seulement bénéficiaire des données du PASS. Et puis, on a régulièrement, parce qu'il faut suivre ces évolutions, on a régulièrement des instances qui se tiennent avec les représentants des OPS, Caisse de dépôt et la COS, la DGFIP et la Fédération des organismes complémentaires. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le conseil d'administration du GIP sont représentés les syndicats d'employeurs, les syndicats de salariés, et que la totalité des décisions qui sont prises dans le cadre de la gestion du groupement d'intérêt public, le président Eric Hayat, qui est en place depuis le début et qui effectivement a mobilisé les équipes pour le travail sur la déclaration sociale nominative, impose un fonctionnement à l'unanimité, c'est-à-dire que tous les sujets font l'objet d'un accord de la totalité des membres du GIP avant de pouvoir être déployés, de façon à ce qu'effectivement on ne rencontre pas des difficultés après par le refus d'intégration ou par le défaut de mobilisation de certains des partenaires, parce que c'est un projet commun, c'est un projet collectif qui doit bénéficier à tous. La DSN repose sur 4 grands principes. Le premier, c'est évident, je vous en parle depuis tout à l'heure, je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est la dernière étape de la paye. C'est effectivement une photographie de la situation de chacun des salariés, des agents, au moment où la paye a été réalisée. Alors, cette petite phrase, elle répond à beaucoup de questions qui vont arriver après, en disant, mais si je suis, qu'est-ce que je fais avec certains agents qui sont payés le mois d'après? Qu'est-ce que je fais avec une paye qui est normalement fabriquée à partir du 5 avec des éléments qui arrivent après? La DSN, c'est le reflet de la situation d'un agent au moment où la paye a été réalisée. Sachant que les corrections et les évolutions qui pourraient intervenir peuvent être portées dans la déclaration, dans le millésime, le mois suivant, avec des blocs de correction que l'on affecte à la bonne période concernée. C'est donc un sous-produit de la paye, c'est dans le logiciel de paye, dans le système d'information, qu'est généré la DSN avec des logiciels de paye qui sont compatibles. Donc, sur le petit support, si vous cliquez sur compatible, vous accédez à la page de Net Entreprise qui liste la série de tous les éditeurs de logiciels qui ont signé la charte DSN et qui donc publient et mettent à disposition des logiciels compatibles. Deuxième élément, la DSN est réalisée au niveau du SIRET qui gère l'agent administrativement, puisque finalement, il faudrait que l'on ait quasiment une DSN par SIRET. Dans certains cas, ce serait absolument contre-productif. Donc, il a été effectivement décidé qu'il était possible de rassembler plusieurs SIRET dépendant du même SIRAN, de rassembler ces SIRET et de faire qu'un seul d'entre eux fasse la déclaration sociale nominative. Donc, en réalité, le lieu de travail de l'agent n'est pas forcément la bonne maille déclarative. Ça peut se passer effectivement. Si je prends le cas d'une collectivité territoriale, le SIRET peut être celui de l'hôtel de ville ou celui de la gestion administrative des agents et pas le service des espaces verts, même s'il y avait un SIRET, mais pas le CCAS, même si le CCAS peut parfaitement imaginer faire une DSN de son côté. On peut les regrouper au sein d'un même SIRET choisi en collaboration et en discussion avec votre URSSAF. Parce qu'en réalité, il faut que ce SIRET soit aussi un compte cotisant. Alors, pour ceux qui se demandent effectivement ce que c'est que le compte cotisant et comment ça fonctionne, très honnêtement, je pense que c'est parce que ce n'est pas dans votre service ou à votre main que va se faire ce choix, mais c'est simplement qu'il faut que l'on puisse effectivement affecter les cotisations et les éléments de cotisation déclarés au sein de cette DSN dans un code cotisant auprès de l'URSSAF qui est en charge de recueillir les cotisations pour beaucoup d'organismes. Troisième point important, la DSN est transmise mensuellement parce qu'effectivement, les organismes de protection sociale ont besoin
pour remplir leur mission et pour ouvrir les droits des salariés, de recevoir des informations mensuellement fiables. Pour ce faire, 2 échéances ont été fixées. Elles sont fixées en fonction de l'effectif. Alors, soit le 5 du mois M+1 pour ceux qui sont déjà mensualisés de plus de 50 agents et qui versent les traitements à la fin du mois, M, ou alors le 15 pour les autres. Il y a un bon moyen, effectivement, de savoir si vous êtes au 5 ou au 15, c'est que vous êtes déjà au niveau des cotisations, soit mensualisé, soit trimestrialisé. La DSN ne change rien à cette fréquence de versement des cotisations, mais par contre, comme elle est devenue obligatoirement mensuelle, si vous souhaitez continuer à payer vos cotisations de façon trimestrielle, il faut vous rapprocher de l'URSSAF de façon à enregistrer cette autorisation de rester trimestrielle, sinon la loi impose à tout le monde de passer sur une mensualisation. Et puis, les messages retour de la DSN sont tous rassemblés au sein d'un même tableau de bord unique. Dans certains cas, le logiciel de paye traduit les éléments de ce tableau de bord et les fait remonter dans un tableau de bord aux couleurs du logiciel, qui répondent à des questions spécifiques qui vous intéressent, qui soient de toute façon beaucoup plus humains au niveau des éléments, et avec l'autre option qui consiste à dire qu'il y a un tableau de bord unique qui est publié sur Net Entreprise, qui est accessible depuis votre compte sur Net Entreprise, et effectivement, ce tableau de bord est le reflet des informations qui peuvent remonter, quel que soit le type d'information, elles remontent toutes à l'intérieur de ce tableau de bord. Donc, une déclaration transmise automatiquement, alors pas automatiquement, il faut l'envoyer, alors pas transmise automatiquement, transmise informatiquement, pardon, et un endroit avec la possibilité de collecter toutes les informations relatives à ces déclarations, soit gérées par le logiciel de paie, soit effectivement vous en prenez connaissance au sein de Net Entreprise. Alors, Madame Gallo, qui pose la question pourquoi certaines anomalies sont libellées en anglais, pour la bonne et simple raison que vous n'êtes pas sur un logiciel en français, parce que rien dans la déclaration sociale nominative n'est en anglais. Donc, soit c'est le logiciel, soit c'est l'outil que nous utilisons aujourd'hui, qui, bien qu'il soit français, Livestorm, effectivement, répond en anglais. Mais si c'est dans le cadre de la DSN, ça ne vient pas de la déclaration sociale nominative. On n'a pas l'autorisation de traduire dans d'autres langues que le français ces éléments. Et d'ailleurs, on a des versions qui sont, certains logiciels travaillent effectivement en anglais ou d'autres pour permettre pour les firmes étrangères installées en France qui utilisent la déclaration sociale nominative de le faire. Mais normalement, pour vous, aucune anomalie ne doit remonter en anglais. Si ça remonte en anglais, c'est soit votre logiciel de gestion type Microsoft ou autre, soit au niveau d'une autre couche logicielle, mais au niveau de la DSN, rien n'est en anglais. Ce petit schéma pour vous illustrer les étapes de la déclaration sociale nominative. Donc, vous avez le déclarant qui établit la paye. De la paye est issu un fichier DSN. Et là, premier réflexe à avoir, effectivement, vous avez la possibilité d'utiliser des outils. Le premier qu'on appelle DSN Val comme validation ou DSN FPOC pour fichier pour les OC, pour les organismes complémentaires. C'est à la limite un petit testeur sur place qui vous permet de faire lire votre fichier et de vous répondre oui, le fichier est lisible, il est correctement écrit et il va être parfaitement assimilable au niveau du système DSN. Quand vous avez effectivement le retour qui vous dit de cet outil, qui vous dit pas de problème, tu peux poster, et d'ailleurs la version de cet outil évolue. Donc, vous allez voir tout à l'heure, je vous parlais d'abonnement des informations. C'est important de s'abonner à la dernière version de DSN Val. Vous avez en deuxième étape, vous vous identifiez sur Net Entreprise ou sur msa.fr et vous transmettez le fichier DSN qui lui rentre sur le portail, rentre dans le système d'information DSN, qui du coup va vous renvoyer une information suite au premier contrôle sur le tableau de bord, transmet les données aux différents organismes qui ont légitimité à en connaître, c'est-à-dire qu'ils ne transmettent pas le fichier à tout le monde, transmettent les données qui sont nécessaires à chacun d'entre eux.
Et chacun de ces organismes de protection sociale, dans le tableau de bord, vous fait des comptes rendus métiers qui remontent jusque vous, et vous allez effectivement soit dans le logiciel de paye, soit sur le tableau de bord, consulter les retours et les dépôts. Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, je vous ai dit ça vise à remplacer. Aujourd'hui, la DSN remplace 40 procédures et déclarations sociales. C'est d'autant plus marquant, mais on avait quand même des particularités qui dataient de longtemps. Par exemple, quand vous aviez une information transmise dans le système d'information de l'assurance maladie, le séparateur décimal, c'était la virgule. Cette même information transmise dans le système d'information du système de retraite, de l'assurance retraite, le séparateur décimal, c'était le point. Donc, on avait besoin de faire 2 déclarations, mais pour exactement le même chiffre, pour la même personne, mais il fallait faire 2 déclarations parce que les interlocuteurs qui recevaient vos déclarations ne lisaient pas tous la même langue. Donc, on a effectivement, là simplement, on peut supprimer une des 2 déclarations puisque aujourd'hui, les organismes savent lire la même information et elle est écrite dans la même langue. La DSN porte sur le mois principal déclaré précédent, c'est-à-dire que la DSN correspondant à la paye de mars est à transmettre le 5 avril. La DSN correspondant à la paye d'avril est à transmettre le 5 mai et ainsi de suite. Mais on a l'échéance de transmission de la DSN est toujours, c'est normal puisque c'est une fois que la paye est faite, c'est le mois qui suit. C'est un échange de données informatisées qui soit se passe en mode upload, ce qu'on appelle en mode upload, c'est en dépôt sur le tableau de bord DSN, soit en transmission directe en machine to machine, en API, entre votre ordinateur, votre logiciel de paye et les concentrateurs. La DSN est donc établie à partir des données de paie, d'autres éléments qui pourraient être demandés dans d'autres déclarations qui ne peuvent pas être substitués, n'étant pas issus des données de la paye. L'idée, c'est vraiment ce qui est transmis, cette photographie qui est transmise des données de la paye. Tous ceux qui en ont besoin peuvent, au travers de la DSN, en bénéficier. Sur d'autres données, ça peut rester à l'aune de déclarations bilatérales ou d'autres éléments qui sont fixés. Et puis, l'échéance à midi, le 5 ou le 15, sauf pour les DSN annulés en place, c'est la veille à minuit. Annuler en place, c'est vous avez envoyé une DSN, vous avez posté une DSN avant son échéance, donc avant le 5 du mois suivant, par exemple le 28. Le 29, vous vous apercevez que, mais c'est vrai, on avait cette évolution qu'on pourrait peut-être porter, on gagnerait à la porter tout de suite. Et ben on fait une nouvelle DSN qui va écraser l'ancienne, annuler en place, jusqu'à la date d'échéance. Si vous apercevez de cette modification, de cette anomalie ou de cette erreur après l'échéance, ce seront dans des blocs changements que vous devrez porter ces changements et les affecter au bon endroit. Et Madame Galmiche qui nous dit c'est pourtant pratique d'envoyer les données dans la foulée où l'on fait les salaires, bien évidemment. Oui, non, mais c'est le but. Maintenant, il y a des spécificités et des particularités qui font que c'est pas toujours simple. Qu'est-ce qu'on met dans la déclaration sociale dominative? 2 types de données. On a de façon générique, ce qu'on a appelé depuis le début, ce que j'appelle depuis le début, les données de la paie qui sont transmises mensuellement. Et puis, prochainement, puisque c'est attendu au niveau de la fonction publique, aux alentours de janvier 2023, mais certains logiciels permettent de le faire maintenant et certaines CEPAM ou certaines, plus particulièrement, certains sites de Pôle emploi l'acceptent dès maintenant pour la fonction publique, ce qu'on appelle les signalements d'événements. Signalement d'événements, c'est déclarer tous les événements de la vie du contrat d'un salarié. Alors, je sais bien qu'en fonction publique, on ne parle pas de contrat, mais pour simplifier les choses, je vais continuer à en parler. On a effectivement le fait d'avoir pour l'assurance maladie les signalements d'arrêt maladie, les signalements accident du travail, les signalements maternité, pour Pôle emploi, reprise de travail, signalement de fin de contrat, et on a ces signalements d'arrêt maladie et les signalements de fin de contrat de travail, et aussi un troisième type de signalement qui s'est mis en place depuis peu de temps, qui est un signalement d'amorçage de données variables, puisque pour pouvoir faire évoluer la situation d'un individu dans la DSN, il faut qu'il ait déjà dépassé un premier mois d'activité, donc le salaire soit passé, et du coup, on se retrouve avec des gens qui sont inframensuels ou à l'intérieur de 30 jours,
Et du coup, on a ce signalement d'amorçage qui permet de remplir ces données. Et puis, il y a des contrôles qui sont effectués lors du dépôt. Certains sont bloquants, on ne peut pas déposer la DSN, il faut les corriger avant de la déposer. Et vous n'avez pas rempli votre obligation déclarative. Et des contrôles non bloquants, on s'aperçoit qu'il y a un petit problème dedans, il y a un doute, il y a une question qui se pose. On ne va pas refuser la DSN pour ça, parce que ça permet quand même de faire transiter les cotisations, mais on peut risquer d'avoir des difficultés pour affecter les droits qui sont afférents ou la période qui est concernée. Donc là, on fait remonter une anomalie, on accepte la DSN et on demande à ce que ça soit corrigé dans les DSN qui suivent. Certains éléments, alors quand je vous disais que c'est une norme, nous sommes passés de 850 données à peu près qui vous étaient demandées mensuellement au regard de toutes les déclarations, à un peu moins de 450. On a rajouté, là je disais un peu moins, parce qu'on est remonté aux alentours de 450, parce que des données spécifiques ont été rajoutées pour la fonction publique. Par exemple, pour la fonction publique, il n'y a pas de notion de contrat. Et pourtant, ne serait-ce que par exemple pour les agents détachés, la notion de contrat est importante, début de contrat, fin de contrat, suspension du contrat. Donc cette notion de contrat, il a fallu la mettre en avant à l'intérieur de cet élément. On a dû faire apparaître un élément qui n'existe absolument pas dans le régime général, ce sont les quotités de travail. Les quotités de travail qui peuvent être à l'heure, qui peuvent être à la semaine, qui peuvent être différentes. Dans le régime général, le salaire est mensuel. Et effectivement, il peut être ramené à la semaine ou ramené à l'heure, mais ce ne sont que des parties d'un salaire mensuel. Là, on a des quotités de travail et on a dû s'y adapter. Et puis, je vous en parlais il y a quelques minutes, la gestion des détachements, ça n'existe pas dans le régime général. Et du coup, il a fallu adapter la norme de façon à pouvoir gérer ces détachements à l'intérieur de ces éléments transmis dans la DSN, pardon. Alors, je fais un petit tour sur les questions que j'ai vues passer depuis tout à l'heure. Effectivement, l'échéance du 5 et du 15, c'est une date butoir à laquelle la DSN doit être déposée. Mais rien ne vous empêche de déposer une DSN le premier jour suivant l'échéance principale. Alors, raconter comme ça peut être complexe. Mais je vais vous dire, la DSN du mois de mars, vous la déposez, l'échéance est le 5 avril. Mais rien ne vous empêche de la déposer à partir du 6 mars, si vous êtes à l'échéance du 5, puisqu'en réalité, le 5 mars, vous avez déposé la DSN de février. L'échéance était battue. Donc, vous avez le lendemain de l'échéance à laquelle vous êtes affecté, que ce soit le 5 ou le 15, vous pouvez déjà déposer la DSN du mois suivant, sachant que, par exemple, si par chance, vous partez en vacances au mois d'août, il vous est parfaitement loisible de déposer la DSN du mois de juillet, le 25 juillet, si vous le souhaitez. Elle sera entérinée et à sa date d'échéance du 5 août, alors vous n'êtes pas là, vous êtes en congé et vous profitez de cette période de congé. Et effectivement, vous aurez ensuite le 5 septembre, la DSN du mois d'août à publier. Donc voilà, on a la possibilité de gérer ce dépôt en sachant que la date butoir, c'est la date à partir de laquelle ce qui a été déposé est enregistré et ne peut plus être remplacé, mais doit être corrigé dans la DSN qui pourrait suivre. Alors, je vous propose d'aborder les éléments. Alors, beaucoup de questions que je vois passer, vous allez trouver les réponses, vous allez voir dans la présentation que je vous fais, vous allez trouver des éléments de réponse et on va pouvoir répondre en partie dessus. On a aujourd'hui un peu plus de 10 000 collectivités territoriales qui sont passées en DSN. On a des établissements de soins, on a des agences de la fonction publique d'État qui sont en DSN et pour lesquelles ça se passe très bien. Donc, je comprends toutes vos questions. Il y a des réponses qui vont être portées. Les cas spécifiques vont bien évidemment être mis en place sur ces éléments-là. Après, là, je vois passer une question d'un galop. Les cas particuliers que vous gérez en dehors de la paye, puisque là, aujourd'hui, quand vous dites, c'est pas sur un bulletin de salaire, mais sur un mandat, ce sont des cas particuliers qui continueront à être gérés comme des cas particuliers. Mais je vous rappelle aussi
une chose importante, c'est que la loi, le droit du travail, le droit social s'impose à tous et que certaines, on va dire, souplesses que certains se sont attribués ou que certains utilisent ne sont que des souplesses. Et la déclaration sociale nominative étant une norme qui s'applique à tout le monde, ces souplesses-là n'y sont pas reconnues. Elles n'y sont pas reconnues parce qu'elles ne sont pas légales, elles ne sont que le reflet de situations antérieures qui ont pu perdurer. Mais si on consulte le droit social ou le droit du travail, on s'aperçoit par exemple que les éléments relatifs à une fin de contrat de travail doivent être fournis au salarié ou à l'agent sans délai, le dernier jour de travail. Beaucoup disent, mais moi je fais ça le mois d'après, je l'envoie après. Eh bien oui, sauf que ça c'est illégal, ça doit être fourni le dernier jour d'activité, le dernier jour de travail, la loi est suffisamment précise dessus. Alors on s'adapte, on essaie de faire évoluer, mais en même temps, on est un peu embêté sur ces éléments-là. Eh bien, Madame Caswell, je suis désolé, mais la DSN n'alimente pas la DPAE pour une raison de calendrier. La DPAE, c'est la déclaration préalable à l'embauche. Or, la DSN, elle est ultérieure à l'embauche puisqu'elle est le reflet de la paye. Et pour pouvoir établir une paye, il faut que le salarié soit rentré dans l'entreprise, qu'il soit agent ou qu'il soit salarié. Et donc, la DPAE, les éléments nécessaires à la DPAE ne peuvent pas être pris dans la déclaration sociale nominative, qui est un reflet de la paye, et pas seulement un reflet de la situation des salariés. Donc, malheureusement, la DPAE, aujourd'hui, n'est pas inclue à l'intérieur de la DSN, même si, avec le fameux signalement d'amorçage, on se dirige doucement vers le fait de pouvoir transmettre certains éléments utiles aujourd'hui à la fabrication de la DPAE par le biais de la DSN, mais il y a des éléments particuliers compris dans la DPAE qui, pour l'instant, ne peuvent pas faire l'objet d'une déclaration automatisée par la DSN. Donc, on reste sur la DPAE. Alors, vous avez dans le support qui va venir toute une série de liens hypertextes. Par exemple, je vous mets la page du site Net Entreprise. Si vous cliquez sur Net Entreprise, vous accédez à cette page dédiée à la fonction publique. Et ben, si vous cliquez sur ce lien, vous irez sur la partie réservée à la fonction publique du site Net Entreprise. Sur cette page, on a regroupé tout ce qui était essentiel et nécessaire, et surtout relatif aux éléments de paye ou à l'information de la fonction publique. Par exemple, on y a mis un lexique. On a toutes les correspondances entre les termes que vous utilisez dans la paye de la fonction publique et ceux qui sont dans la norme DSN quand ils sont différents. Ils ne sont pas forcément différents, mais quand ils sont différents, autant que l'on vous donne exactement la signification de ces termes. Et puis une base de connaissances avec toute une série de fiches consignes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un cas de paye, à chaque fois qu'une particularité, à chaque fois qu'une modification réglementaire est publiée ou connue, on établit une fiche consigne en portant les réponses. Et là, si certaines questions aujourd'hui sont posées dans cette présentation pour lesquelles on n'a pas de réponse et on n'a pas documenté la réponse, vous verrez que dans les jours ou dans les semaines qui viennent, on aura une fiche consigne relative à cette réponse parce qu'on a vocation effectivement à répondre aux questions et à publier des éléments qui permettent à chacun d'avoir les réponses à ces questions. Dans ce cadre-là, dans le cadre de cette base de connaissances, je vous invite effectivement à créer un espace personnel et à vous abonner aux actualités. Parce que, par exemple, si vous vous abonnez, je parlais tout à l'heure rapidement, mais on a, par exemple, le cas, avant la DSN, on avait 17 notions différentes de l'effectif. Un effectif, il peut être mensuel, il peut être salarié, il peut être présent sur site, il peut être, enfin, il y avait 17 notions d'effectif. Or, aujourd'hui, dans la DSN, on sait si l'agent est présent sur site, si le salaire qui est porté est mensuel et autres. Donc, ce sont des agrégats fabriqués par la DSN qui permettent de répondre à ces éléments. Si avant la DSN, vous aviez demandé, vous aviez récupéré la fiche consigne qui vous expliquait comment calculer un effectif, je sais pas, un effectif présent au 17 mars, avec la DSN, en réduisant cette notion de 17 notions d'effectif à 2, vous recevez une alerte par mail qui vous dit « Attention, certains éléments relatifs à des informations que vous avez ne sont plus bons et ont changé. » Ce qui vous permet d'avoir une information qui effectivement est bonne
au moment où vous allez la consulter. Je parlais tout à l'heure de DSN-Val. À chaque fois qu'il y a une nouvelle version ou un nouveau millésime de la norme NeoDes, il y a une nouvelle version de DSN-Val parce que les contrôles qui sont faits à l'intérieur de cet outil fonctionnent. Alors, je viens de voir que 2 éléments qui disaient que les 2 premiers liens ne marchaient pas, donc on va les réactiver et le remettre en place parce que c'est pas logique. Normalement, ils fonctionnent tous. Et effectivement, non, mais je suis pas en présentation, donc même si je fais passer ma souris dessus, j'ai pas accès au PDF. Là, vous voyez que les liens ont changé de couleur, c'est donc qu'on les a ouverts avant dans la présentation. Sur Net Entreprise, vous avez accès à un guide de démarrage qui est spécifique à la fonction publique, qui emporte les grands principes, les grandes étapes pour le bon démarrage, et puis des éléments d'accompagnement, tous ceux qu'on a déjà identifiés et qui sont connus. Le module de formation, de sensibilisation, en partie celui que vous voyez, revu différemment, avec des éléments du guide de démarrage, et puis avec des liens pour aller sur les différents webinaires qui ont déjà été organisés et qui sont enregistrés, donc que vous pouvez revoir. Et puis, plus pratique encore, des MOOC qui sont dédiés à la fonction publique. Et ce sont des petits outils qui reprennent les 4 pays spécifiques et qui vous expliquent comment, en le démontrant en pas à pas, comment le faire. Je prends 2 secondes pour répondre à Mme Touzdino qui dit que la DPAE n'est pas complétée par la DSN. Oui. En est-il de même pour l'attestation Pôle emploi en fin de contrat? Non, puisque effectivement, et merci de poser la question, l'attestation de fin de contrat, c'est effectivement le reflet des éléments de la paye d'un agent ou d'un salarié, qui sont déjà inclus dans la déclaration sociale nominative. Donc la DSN permet de transmettre les informations à Pôle emploi pour que Pôle emploi édite une attestation de fin de contrat de travail qui sera rematérialisée par l'employeur et remis aux salariés. Les données de la DSN, pour peu, alors si c'est une entrée tardive dans la DSN ou un contrat qui est en place dans l'entreprise depuis longtemps, et là on a besoin de 12 mois de DSN consécutifs pour avoir les données nécessaires à l'établissement de cette déclaration. Mais sinon, pour une nouvelle entrée, pour un nouveau contrat, les éléments transmis dans la DSN suffisent pour établir cette déclaration. Oui, c'est Pôle emploi qui vous renvoie l'attestation. Aujourd'hui, vous remplissez ce qu'on appelle l'attestation dématérialisée, AEM, attestation employeur dématérialisée, AED. Vous l'envoyez, vous la remplissez, vous l'envoyez, Pôle emploi la valide, vous la renvoie au format attestation employeur rematérialisée, vous l'imprimez, vous la donnez. La différence, c'est que dans la DSN, ces éléments-là sont déjà transmis. Donc, quand vous avez le signalement de fin de contrat de travail unique, les éléments nécessaires à l'établissement de cette attestation sont transmis automatiquement par le système DSN à Pôle emploi qui, du coup, vous renvoie cette attestation rematérialisée. Donc, je vous rappelle que le droit du travail vous oblige de le remettre en format papier aux salariés. Alors, on travaille avec le législateur pour faire évoluer ces éléments administratifs du droit de façon à ce que puisse être reconnue l'attestation automatisée ou l'attestation dématérialisée, puisque Pôle emploi, sur les ordinateurs de ses agents, reçoit les données de la DSN et on sait aujourd'hui, puisque les deux sont accessibles, l'attestation rematérialisée et le transfert qui a été fait avec le FCTU, le signalement de fin de contrat de travail unique, on sait qu'ils sont identiques et que Pôle emploi bénéficie de manière dématérialisée de toutes les données dont il a besoin. Mais le droit du travail imposant la remise de ce document, on a été obligé de créer un circuit qui le remettait en place. Ensuite, alors, Madame Marsal, je vais vous répondre aussi tout de suite parce que là, on a nous une obligation de retrait et par rapport à ces questions d'éditeurs de logiciels qui sont dans le domaine concurrentiel et pour lesquels on ne peut pas les avantager. J'aurais envie de vous dire, tout dépend de votre plan de paye, Madame Marsal. Si c'est un plan de paye simplifié, il n'y a pas de raison qu'il y ait effectivement une prestation élevée pour faire la mise à jour de la DSN. Si par contre, c'est un plan de paye complexe, ou si par contre, depuis plusieurs années, vous n'avez pas fait les mises à jour du logiciel et que du coup, les éléments qui sont à l'intérieur du logiciel nécessitent beaucoup de travail pour le paramétrage, malheureusement,
effectivement, c'est un investissement qui est à faire. Donc, c'est compliqué de vous répondre à distance sans savoir si les éléments de votre plan de paye sont relativement simples et effectivement sont facilement importables à l'intérieur de la déclaration sociale nominative. La seule chose que je peux vous certifier, c'est que dans la mesure où la DSN, quel que soit votre logiciel de paye, s'appuie sur la norme NeoDES, donc sur la même norme pour tous, le changement d'éditeur de logiciels, l'évolution des versions des logiciels de paye seront considérablement simplifiés après. Maintenant, sur ce qui est effectivement la situation aujourd'hui, je suis à distance difficile. Il est difficile de vous répondre, sachant que de toute façon, la problématique est un peu la même problématique que pour l'assurance. L'assurance, c'est cher que quand on n'en a pas besoin. Parce que le jour où on en a besoin, on s'aperçoit que finalement, heureusement qu'on l'avait. Et là, le lien que vous avez avec votre éditeur de paye, avec l'intégrateur de votre éditeur de paye, va quand même préjuger de la décision que vous pouvez prendre et de la nécessité que vous aurez d'avoir un accompagnement ou pas. Alors, peut-être ma réponse ne vous satisfait pas complètement, j'en suis désolé, mais c'est vraiment au regard de l'appréhension que vous avez de la DSN. Rien ne vous empêche d'aller regarder les différents documents, d'aller vérifier ce que c'est, de poser peut-être la question à des collègues autour de vous qui utiliseraient le même logiciel et qui seraient dans la même situation de savoir éventuellement s'ils doivent passer avec le soutien ou s'ils doivent se faire soutenir. Ça serait peut-être un élément qui serait donné. Alors, je laisse Madame Laval répondre en direct à la question. Donc, les éléments, on vient de voir le MOOC. Ensuite, un petit rappel quand même sur les termes qui sont utilisés dans la DSN et qui sont ceux du secteur privé. Vous ne verrez pas agent public, mais par contre, dans la DSN, on parle de salariés. Vous ne verrez pas administration ou organisme public, puisqu'on parle d'entreprise et de tiers déclarants. Vous allez compléter les données de salaire qui, dans la fonction publique, concernent au traitement. Et puis, vous verrez la notion de contrat qui désigne la relation employeur-agent. On va continuer à parler de contrat. Alors, ça demande une petite gymnastique intellectuelle de votre côté, puisqu'il va falloir traduire ces données. Mais très honnêtement, s'il avait fallu réécrire une DSN pour la fonction publique exclusivement avec le vocabulaire que vous employez, ça aurait été tellement contre-productif. Et alors là, par contre, on se serait trouvé avec des prix de mise à jour et des prix d'évolution de solutions énormes pour se passer de ce petit travail intellectuel qui est rien au regard de la complexité des missions que vous menez déjà, de la façon dont c'est pas de la flagornerie, hein. Je pense que la situation de la paye, le métier de la paye et des RH et de la protection sociale dans notre pays, qui est extrêmement complexe parce qu'il doit, dans une gestion collective, tenir compte des cas particuliers de chacun. Ça a été la vocation du Conseil national de la résistance, de la mise en place de la protection sociale en France. C'est ce résultat-là qui est en place. C'est extrêmement complexe. Donc, le métier que vous remplissez est, à mon avis, extrêmement complexe aussi, et du coup nécessite effectivement une gymnastique que vous devez faire tous les mois. Là, je vous en demande un tout petit peu plus, mais une fois que vous aurez fait le lien, vous allez voir que vous aurez grande facilité à l'utiliser, et vous rappellerez de ce que je suis en train de vous dire. Tant que vous ne l'aurez pas vu, vous êtes obligé de me croire en disant « bon, je veux bien parce qu'il est gentil », mais quand vous le verrez, c'est-à-dire quand vous serez ce qu'on appelle en DSN presse-bouton, c'est-à-dire que dans une situation normale, un mois de paye normal, une fois que vous avez fini la paye, vous appuyez sur « envoi », la DSN est fabriquée et vous ne faites plus les 30 à 40 déclarations que vous faisiez annuellement sur les autres sujets, que finalement, non pas vous contenter de faire de la paye, mais en réalité, l'étape principale, c'est de faire la paye avec des données fiables. Vous allez vous en rendre compte. Là, je vous propose d'illustrer ce qu'on appelle le cercle vertueux de la DSN. Alors, normalement, le dessin, il faisait un cercle complet, mais là, pour que ça soit un peu plus gros, on n'a fait qu'un demi-cercle, mais c'est un cercle vertueux. L'idée, elle est d'abord de déterminer les sirettes qui vont devoir être déclarées. Je vous ai dit qu'il fallait éventuellement vous rapprocher de votre URSSAF pour savoir si celui qui vous paraît le plus adapté à la nouvelle situation est effectivement un compte cotisant. Ensuite, vous devez contrôler les sirettes déclarées et les lieux de travail. Il y a un outil qui est mis à votre disposition, contrôler ces sirettes, vous allez voir dans les pages d'après. Ensuite, vérifier les NIR, les numéros de sécurité sociale de vos agents. Ils doivent être certifiés. On a besoin effectivement de s'assurer que dans les prénoms, par exemple, qui ont un tréma, qui sont enregistrés avec le tréma
au SNGI, c'est le Service national de gestion des individus, des identités, pardon, le tréma est présent et que vous, dans votre logiciel de paye, vous avez bien rempli le prénom avec un tréma. Parce que sinon, on vous dit, attendez, on n'est pas sûr que... alors, on a l'exemple plus précis, je ne sais pas s'il y en avait une parmi nous aujourd'hui, mais on a le prénom Maïlis, utilisé avec un I tréma, utilisé avec un I grec, utilisé avec un I tout court, mais aussi utilisé avec un E à tréma. Et donc, du coup, on a 5 situations dans l'acception et dans la possibilité de l'écrire qui pourraient être différentes, mais il n'y en a qu'une qui est dans l'état civil de la personne, et il faut que ça soit celle qui soit reprise. On a besoin de ces éléments parce que les NIR certifiés permettent d'avoir sereinement et avec certitude les ouvertures de droits auxquelles les cotisations que vous payez ouvrent. Donc, on est vraiment dans cet temps. Au moment où vous faites cette vérification, il est conseillé de faire une information des salariés, puisqu'il faut informer les salariés que les éléments de paye sont dématérialisés et transmis de façon dématérialisée, avec des courriers qui sont accessibles sur les différents sites des organismes de protection sociale. C'est relativement simple. C'est peut-être l'occasion, en informant les salariés, d'interpeller ceux pour lesquels vous avez des NIR qui ne sont pas certifiés, pour lesquels le bilan d'identification des salariés que vous avez demandé, qui est remonté, vous donne une anomalie, pour leur demander de confirmer, soit de vous dire qu'effectivement c'est au niveau de l'inscription dans le logiciel de paye qu'il y a un petit problème, soit que c'est effectivement parce que vous avez bien récupéré la carte digitale, vous avez bien récupéré une copie de la pièce d'identité de la personne et il n'y a pas d'erreur dans les prénoms, il n'y a pas d'erreur dans la date de naissance, enfin, il n'y a pas d'erreur dans votre enregistrement. Peut-être que c'est au niveau du SNGI qu'il y a un problème qui est posé, qui peut être modifié, mais par l'agent ou par le salarié, pas par vous. Donc c'est peut-être le moment, ce devoir d'information, d'interpeller ceux sur lesquels il y a un doute. Ensuite, une fois que vous avez des NIR certifiés et des SIRET qui sont validés, vous contrôlez votre premier fichier DSN avec les outils, et puis si tout va bien, vous le transmettez, et comme tout va bien, vous consultez les CRM, soit financiers, soit nominatifs, qui remontent dans le tableau de bord pour vous assurer effectivement qu'il n'y a pas d'anomalie détectée, qu'il n'y a pas de problème ou de questions qui vous sont posées, parce qu'attention, dans les comptes rendus métiers, ne remontent pas que les erreurs, ça peuvent remonter une question, une demande de complément d'information ou d'autres. Donc, on vous invite vraiment à aller consulter sur le tableau de bord. Si c'est dans votre logiciel de paye, vous pouvez le récupérer. La page suivante, on reprend les mêmes étapes, sauf que dans la colonne du milieu, on décrit un petit peu ce que je viens de vous dire. Et surtout, dans la colonne de droite, dans les colonnes gauches, vous avez les liens qui vous permettent d'accéder à ces documents. Pour qu'à chaque situation, vous puissiez effectivement, là par exemple, vous avez la fiche consigne 366, pardon, du coup je ne vois pas, je suis trop loin, qui permet de vérifier la validité d'un SIRET ou d'autres éléments, des liens avec des pages outils ou avec des pages d'information qui vont pouvoir vous renseigner. Donc cette page-là, elle est vraiment importante parce que ça vous permet de vous renvoyer sur le contenu exact. Le calendrier de la DSN, je réinsiste sur la périodicité, sur les échéances. Les éléments du salaire du mois M sont à transmettre le 5 du mois M plus 1 pour ceux qui sont mensualisés, le 15 pour les autres. Avant l'échéance, les dépôts sont autorisés jusqu'à un mois à l'avant, donc je disais le lendemain de l'échéance principale, de l'échéance précédente, pardon, ça commençait pareil, mais ce n'est pas le même mot. Et puis, jusqu'à un mois à l'avance, et puis vous pouvez modifier la déclaration initiale par de l'annulaire en place jusqu'à l'échéance. Après l'échéance, bien évidemment, on ne peut pas faire d'annulaire en place puisque la DSN est enregistrée. Par contre, vous pouvez porter des éléments correctifs sur la DSN du mois suivant dans des blocs de régularisation en les affectant à la bonne période. C'est-à-dire que si vous apercevez que pendant 3 mois, un mauvais taux a été utilisé, alors que ce soit n'importe quel taux, pas seulement le pass, ça peut être autre chose, ou qu'un élément a été mal enregistré ou mal transmis, parce que vous n'avez pas reçu la bonne information du service qui devait vous faire part de cette évolution, vous devez faire autant de blocs changements que de mois concernés, puisqu'en réalité, vous allez corriger toutes les DSN qui en portent une difficulté. Alors, si la difficulté ou si l'anomalie est présente sur 3 mois, vous faites 3 blocs changements avec chacun un mois différent. Donc, si c'était janvier, février, mars, vous en apercevez en avril, vous refaites 3 blocs changements, un pour le mois de janvier, un pour le mois de février, un pour le mois de mars, de façon à ce que les 3 DSN soient modifiés. Et puis, bien évidemment, toute déclaration initiale est considérée comme tardive si elle passe après l'échéance. Et là, dans ce cas-là,
je vous rappelle que l'obligation déclarative et les pénalités financières importantes, pourcentage de la masse salariale, qui sont appliquées à partir du moment où la déclaration n'est pas faite, ça peut commencer à valoir vraiment, vraiment beaucoup. On n'a pas le problème au niveau des fonctions publiques, qu'elles soient territoriales, hospitalières ou d'État. On n'a pas ce type de problème parce que généralement, vous êtes largement respectueux des éléments administratifs et des éléments législatifs, enfin de droit qui vous sont opposables. Ensuite, on revient sur les contrôles dont je vous parlais tout à l'heure. En cas d'erreur et selon le type d'anomalie, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de grave, on a le contrôle bloquant et donc la DSN n'est pas déposée et vous devez à tout prix faire les modifications avant d'opérer un nouveau dépôt, avant de faire un nouveau dépôt et donc de remplir votre obligation déclarative. Si c'est non bloquant, il est important que vous alliez consulter ces comptes rendus ou ces éléments qui remontent de façon à ce que dans les DSN qui suivent, cette anomalie et ce contrôle ne soient pas de nouveau activés. Quand un contrôle non bloquant est activé plusieurs fois de suite, on a effectivement une alerte qui remonte à l'intérieur du système pour dire attention, la même erreur se reproduit plusieurs fois sur ce même type-là. Alors bien évidemment, on n'a pas, à chaque fois qu'il y a une erreur, on n'a pas l'alerte qui remonte en disant attention, il y a une erreur. L'alerte, elle remonte dans votre tableau de bord, elle ne remonte pas dans le système d'information du GIP. Pour chaque dépôt, qu'est-ce que vous recevez dans le tableau de bord? Vous recevez d'abord un accusé d'enregistrement électronique. Ça prouve que vous avez envoyé quelque chose de lisible. Ça prouve aussi que le fichier que vous avez envoyé, il a bien été reçu, qu'il a passé tous les pré-contrôles, c'est-à-dire qu'effectivement, il est lisible, que là où on attendait des chiffres, il y a des chiffres, là où on attendait des lettres, il y a des lettres, et qui donc va pouvoir être utilisé par le système DSN. Vous avez la possibilité de voir passer un avis de rejet. Ça vous dit que la déclaration n'est pas lisible et elle est incorrecte, qu'elle n'est pas transmise aux différents organismes et donc qu'il est impératif de la refaire. Et puis, le certificat de conformité, qui lui est un rapport qui est produit au moment de l'envoi et qui est effectivement une condition sine qua non pour sa transmission. Le système, automatiquement, le système émet ce certificat de conformité si les données sont conformes. S'il n'y a pas de certificat de conformité qui est fabriqué au moment de l'acquisition des données de la DSN, les données ne sont pas transmises à certains organismes destinataires. Alors, on n'est pas dans le cadre de l'avis de rejet, on n'est pas dans le cadre de l'élément bloquant, mais on est dans la situation dans laquelle certains organismes ne reçoivent pas les données. Et donc, du coup, ne pourront pas valoriser ou valider les éléments qui sont en place. Et la excellente question de Dominique Darbo, excusez-moi, j'ai honte. Est-ce qu'on peut démarrer la DSN en cours d'année 2021? Pas en production. Vous pouvez en faire autant que vous voulez en test en 2021, mais l'entrée en DSN se fait au 1er janvier, pour la bonne et simple raison, c'est que la DSN emporte le prélèvement à la source sur l'impôt sur les revenus et qu'il est indispensable d'en avoir 12 sur une année calendaire. Donc, il faut qu'on ait 12 DSN et donc l'entrée en DSN se fait obligatoirement, exclusivement au 1er janvier. Maintenant, si vous êtes en capacité de les faire, je vous invite à faire des DSN de test, puisque la DSN de test, c'est exactement le même parcours qu'une DSN entre guillemets officielle, pardon, sauf qu'il n'y a aucun enregistrement qui est fait. Mais par contre, les organismes de protection sociale, les destinataires des données les reçoivent, ils les consultent et ils vous font des retours. Et ils vous disent, ah bah ça c'est bien, ou enfin, non, si c'est bien, il n'y a pas de retour. Et ils vous envoient une information, vous disant, attention, j'ai reçu ça, mais ce n'est pas très lisible, j'ai reçu ça, est-ce que vous êtes sûr? Parce que pour moi, ce n'est pas un NIR certifié, cette personne n'a pas un NIR certifié, enfin des informations de ce type-là dans la DSN de test. Donc, merci à vous, mais on ne peut pas rentrer dans la DSN en dehors du 1er janvier. Et pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui et qui ne sont pas encore DSN, vous devrez avoir publié votre première DSN le 5 ou le 15 février 2022, puisque vous avez obligation d'être en DSN pour l'année 2022. Ah, deuxième excellente question, Madame Débarras, merci. Oui, la DSN, quand vous la faites, supprime le passereau, puisque le passereau, c'est passage des revenus autres. La DSN, déclaration sociale nominative, et dans la DSN, il y a effectivement le pass
qui est intégré, le prélèvement à la source. Et si vous faites le même mois une déclaration sociale nominative et un passereau, vous serez prélevé 2 fois. Vos agents auront une cotisation mensuelle de l'impôt sur le revenu qui sera prélevée 2 fois, qui ne sera pas remboursable automatiquement. Il faudra faire une démarche. L'agent ou le salarié devra faire une démarche auprès de son centre des impôts de façon à obtenir de façon anticipée un remboursement de cette cotisation qui aura été prélevée 2 fois. Mais vous serez prélevé 2 fois, une fois par le passereau et une fois par le pass. Donc surtout, pas de double déclaration, que ce soit, alors sur le passereau, le pass c'est évident parce que ça enclenche tout de suite cet élément-là, mais aussi pour les signalements. Si vous faites un signalement d'arrêt maladie, vous ne faites pas une DSIJ en même temps. Alors non pas parce que ça va mettre en l'air tout le système, mais simplement c'est que le système, voyant 2 informations arriver pour la même période, pour le même individu, on va dire « Ah, attention, il y a problème ». Et du coup, on va sortir des 2 systèmes, on va sortir l'information et au lieu d'avoir effectivement des délais de paiement ou de mise en paiement, d'indemnités journalières ou d'autres éléments qui sont nécessaires à vos agents, à vos collègues, et bien du coup, on va avoir un temps de traitement qui va être beaucoup plus long, ça va être fait manuellement, et il va falloir analyser cette situation qui sera mise en situation de blocage. Alors, je ne sais pas de quelle déclaration, Mme Laurière, vous parlez sur le site ursaf.fr. Je ne peux pas vous faire d'autres réponses que le site monursaf.fr ou ursaf.fr reste un interlocuteur privilégié pour vous de toute façon, pour aller chercher les informations, pour être en lien avec nos collègues des Ursaf. La DSN ne vous coupe pas du tout du lien avec les interlocuteurs que vous avez dans les organismes de protection sociale, même si ils reçoivent des données qui vous sont particulières et qui sont nécessaires à cet élément. Ensuite, les premiers gains. On a effectivement, depuis janvier 2020, le remplacement, bon, pour ceux qui sont rentrés en DSN, le remplacement de la DATSU, pour les cotisations qui sont gérées par la CDC, puisque vous savez que la Caisse de dépôt sert d'interlocuteur pour la CNRACL, le RAFP et l'IRCONTEC. Substitue la déclaration unifiée des cotisations sociales, la DUX, dans son volet URSAF. Le remplacement éventuel des déclarations vers les organismes complémentaires, là où il y en avait effectivement et là où les éléments transmis dans la DSN leur suffisent. Et avec donc ce fameux warning que je mets en avant, la DATSU et la DUX disparaissent définitivement au 1er janvier 2022. Alors si vous avez des questions ou des difficultés particulières avec la DATSU, avec la DUX ou le passereau, vous avez effectivement des liens qui vous permettent d'accéder, et d'une, aux éléments de communication relatifs à ces déclarations, et de 2, aux pages de support de ces déclarations et donc aux liens avec les gens qui sont derrière. Ensuite, les derniers conseils, puisqu'on est sur la dernière slide de cette présentation. Les derniers conseils, rapprochez-vous de vos éditeurs, de votre éditeur. Il peut effectivement avoir des informations importantes à vous donner. Déjà, est-ce que la version qui vous est destinée est disponible? Est-ce qu'il peut vous la mettre à disposition? Est-ce qu'il va être nécessaire de faire un déploiement chez vous et un paramétrage chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire à distance? C'est auprès de lui que vous allez trouver ces réponses-là. Utilisez l'environnement de test. Donc là, je répondais à la question tout à l'heure sur comment fait-on pour, si on est prêt à faire des DSN avant le 1er janvier, je vous invite à les déposer sur l'environnement de test de façon à certifier, enfin vérifier et certifier que les dépôts que vous apprêtez à faire sont bons, et vous allez gagner beaucoup de temps et beaucoup de stress entre le 1er janvier et 2022 et le 1er mars 2022. Et puis, si vous avez des questions qui sont spécifiques pour lesquelles on ne trouve pas de réponse dans les ressources qui vous sont proposées, on vous propose de poser la question sur le lien, puisque vous avez un petit questionnaire sur lequel on vous demande des informations qui nous sont nécessaires pour rechercher les réponses, pour comprendre la question que vous nous posez et pour s'assurer que la réponse qu'on va vous porter est la meilleure en relation avec ce questionnement. Voilà, on revient sur les questions-réponses. Donc, je vais inviter mes collègues d'Aquitaine à revenir sur scène avec moi et à éventuellement ouvrir les micros pour prendre en charge
des questions spécifiques qui ont été posées pour porter certains éléments de réponse à des questions où, effectivement, si on est arrivé au bout de la présentation, clôturer cette présentation et vous faire et vous donner rendez-vous sur les prochains liens. Donc, si des interlocuteurs peuvent me rejoindre, ce sera avec plaisir. Bon, visiblement, tout le monde est occupé à vous répondre. Tout le monde est en train de travailler sur les réponses. Voilà Isabelle qui me rejoint, merci. Oui, il y a beaucoup de questions. On fait au mieux pour y répondre. Donc, de toute façon, que les gens se rassurent, hein, parce qu'il y a quand même nos boîtes postales. On va essayer, s'il faut, de renvoyer certaines choses aux personnes qui vont nous poser des questions. On va concaténer après tout ça, quitte à faire un petit support de réponse aussi pour les questions les plus récurrentes, hein, si besoin. Donc voilà, que tout le monde se rassure, on arrivera à répondre à tout le monde, même si ce n'est pas dans la présentation, on arrivera à revenir vers tout le monde. Hein. Donc voilà, des fois les questions ne sont pas très précises, on essaie de répondre au mieux. Donc voilà, si jamais on s'adapte au mieux actuellement, mais voilà, qu'ils ne soient pas inquiets, on arrivera à répondre aux questions particulières, quitte à échanger après entre nous dans notre balle. On a mis plusieurs fois la balle, hein, de notre service pour pouvoir répondre, donc que les gens n'hésitent pas à poser des questions. Voilà. Oui, donc alors l'outil que nous utilisons aujourd'hui permet d'enregistrer toutes les questions, va permettre d'enregistrer les réponses aussi. Donc, comme le disait Isabelle, on va vous les mettre à disposition après, de toute façon. Et les réponses particulières ou précises dont quelques-uns d'entre vous ont besoin, on va reprendre contact avec vous directement par mail, de façon à pouvoir vous porter les réponses et ne pas vous laisser sur ce questionnement. On a la chance d'être rejoint par Anita Juillet. Est-ce que tu avais un commentaire à apporter? Parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées justement au regard des arrêts de travail et des signalements d'événements relatifs à l'assurance maladie. Non, rien de plus à apporter. On essaye de répondre aux questions du mieux qu'on peut. Bon. Mais non, mais ça sera, de toute façon, ça sera bien répondu et il y aura les bonnes réponses. C'était au cas où il y avait des sujets que vous aviez vus qui remontaient et qu'on pouvait déjà donner un élément de réponse tout de suite. Moi, je sais que j'en ai vu un qui était une question sur combien est-ce qu'il y a besoin d'attendre de DSN pour valider les signalements d'événements, que ce soit assurance maladie ou assurance chômage. Et là, il y a la réponse administrative, qui est le nombre exact. Et puis après, il y a la réponse, j'allais dire, philosophique, que vous pouvez vous-même trouver dans les habitudes de paye que vous avez. C'est qu'aujourd'hui, quand vous devez faire une DSIJ ou une attestation employeur de fin de contrat, vous savez combien de mois de salaire vous devez rajouter dedans, combien vous devez aller chercher. C'est exactement ce nombre de mois, 3 mois, 12 mois ou plus, qui servent de base pour définir combien de transmissions mensuelles il faut avoir eu. Bien, si Madame Duvaux, veut venir clôturer cette intervention, ou Isabelle, ou si vous avez des sujets que vous voulez qu'on porte juste avant de clôturer cette matinée de présentation. Oui, Didier. Oui, non, juste par rapport à certaines. Oui, par rapport à certaines questions, juste tu l'as déjà dit, Didier, mais pardon, juste pour pression, quoi. Voilà, il y a des petites choses comme ça qu'il va falloir vraiment être attentif. Voilà. Et plus de DUX quand on est rentré en DSN. Voilà, pour nous, c'est vraiment 2 choses très importantes. Merci. Donc pour la CEPAM des Landes, merci pour ton intervention et tes explications très claires. Merci aussi à l'ensemble des interlocuteurs, des intervenants d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Juste peut-être préciser, Didier, qu'un prochain webinaire aura lieu pour l'Aquitaine au mois de mai. Il me semble que c'est le 21 mai sur l'emploi d'un DSN.
Donc voilà, pour les participants que ça intéresse, vous recevrez bientôt, il y aura un lien disponible très bientôt sur le site Net Entreprise, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, voilà, merci pour votre participation, votre attention. Merci aux collègues de l'URSSAF, aux collègues CIS qui étaient en back-office Oui. qui ont fait en sorte à répondre aux questions au fil de l'eau. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Oui, alors moi, je voulais juste rajouter un élément pratique. Si, alors, parce que je n'ai pas vu toutes les questions, et j'imagine que vu le nombre de questions qui sont arrivées, on va prendre le temps de traiter les réponses dans les heures qui suivent et dans les jours qui suivent pour faire les bonnes réponses. S'il s'avère qu'on a des sujets précis, particuliers, récurrents qui remontent, on n'hésitera pas à vous réinviter à une présentation avant le mois de mai pour traiter de ces sujets, justement. Parce que si on s'aperçoit, alors que ce soit dans votre région, mais on le fait partout, hein, on le fait dans toutes les régions, si on s'aperçoit qu'il y a un questionnement récurrent, il y a un sujet pour lequel plusieurs questions se posent et qui peuvent poser problème, on n'hésitera pas à vous reproposer, peut-être là, moins sous la forme d'une présentation aussi longue, mais sur des sujets beaucoup plus courts, version flash ou autre, vous faire ce type de présentation et vous réinviter. Donc, vous avez vérifié bien que soit dans l'utilisation que vous faites de Net Entreprise, soit dans le lien que vous avez avec les organismes de protection sociale, vérifiez que les adresses mail que vous utilisez pour les échanges sont bonnes, parce que c'est sur ces adresses mail qu'on vous envoie les invitations. Et si on est effectivement, si on tombe dans le vide, malheureusement, on passe à côté de vous et vous passez à côté de la bonne information. Je voulais adresser un grand merci à la CEPAM des Landes et un grand merci à l'URSSAF d'Aquitaine et aux autres collègues des organismes qui étaient présents pour le travail qui a été mené pour monter cette matinée de présentation et puis les deux autres qui vont suivre. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Un dernier mot, faites attention à vous, protégez-vous, protégez vos proches. On est dans une situation qui est complexe, qui est pas pratique du tout, qui est pas forcément non plus très heureuse, mais il est absolument indispensable que l'on fasse attention aux autres. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous soit sur les ondes à l'occasion d'autres webinaires ou d'autres questionnements auxquels on pourrait répondre, et sinon au 21 mai pour la prochaine présentation qui sera faite sur la déclaration sociale nominative pour la fonction publique. Merci à tous, bonne journée. Merci Didier, merci beaucoup. Merci Didier, merci à tout le monde. Merci Didier, merci à tout le monde.